ce qui me concerne, puisque c'est moi qui commence, je pense que c'est intéressant de savoir d'où on vient. Et je voudrais évoquer mes parents. Et le fait est que c'était très très improbable qu'ils se rencontrent et que je sois là. En effet, mon père a lui-même une mère anglaise et un père alsacien. Son père alsacien est arrivé à Paris après la guerre de 70, quand il était enfant. C'était un juif de la région de Colmar. Et à partir de 70, l'Alsace était occupée comme tout le monde sait. Et il a donc vécu avec ses parents en région parisienne. Lorsqu'il a atteint une trentaine d'années, il fallait lui trouver une femme. Et au lieu de chercher autour de lui, on a pensé à une jeune fille riche à l'étranger. Et il s'est trouvé que ma grand-mère, à l'époque, faisait partie d'une famille très aisée, à Londres, juive aussi, bien sûr, et elle était charmante et ravissante, et elle a eu l'occasion, on l'a fait rencontrer mon grand-père. Et contre toute attente, le mariage s'est fait. C'était bien entendu un mariage de raison, avec certainement 10 ou 15 ans de différence d'âge. Et je ne pense pas que ma grand-mère était très heureuse. Mais ça, c'est un autre problème. Ils n'ont eu qu'un seul fils, qui était mon père. Mon père était un enfant, je crois, sans problème, qui a eu la particularité de rentrer à l'école polytechnique assez jeune, il devait avoir 19 ans, et aussitôt rentré, il est parti à la guerre, puisqu'il faisait partie, il est né en 94, donc il faisait partie de la classe 14, qui est partie dès les débuts des hostilités. Par un miracle, mon père a fait toute la guerre sans avoir le moindre traumatisme physique, et même, il semble, pas tellement sur un plan psychologique. À part le fait qu'il soit devenu chauve. Et c'est quand même un petit détail par rapport à tous les problèmes que les soldats pouvaient avoir. Lorsqu'il s'est retrouvé à la fin de la guerre, un peu désemparé comme tous ceux qui étaient partis, il a fallu un certain temps pour trouver une situation, et après, il a pensé à se marier. Et c'est par relation qu'il a rencontré ma mère. Ils n'étaient pas tout jeunes, ils avaient 29 ans tous les deux, et ma mère était issue d'une famille catholique traditionnelle, mais à ceci près que mon grand-père, le père de ma mère, était un anticlérical notoire et avec des idées politiques qui étaient très, on dirait maintenant, très avancées, très progressistes. Mais que le mot n'existait pas, bien sûr, à l'époque. Et lorsque ma mère et mon père se sont rencontrés, c'est grâce au fait que mon grand-père avait des idées, justement, très anti-cléricales et enfin, qui n'étaient pas classiques du tout, pas du tout traditionnelles, qu'il a accepté le mariage de sa fille avec un juif. Ce qui, à l'époque, c'était en 1923, était vraiment très mal vu dans la bourgeoisie parisienne, bien pensante de l'époque. De cette rencontre, cette union, qui a été, je crois, une union très heureuse, et bien j'étais la seule, mes parents n'ont pas eu d'autres enfants, malgré le désir qu'ils avaient, je crois, d'en avoir d'autres, j'étais donc la seule. Mon père, alors, je vais donner bon, il était fils de général et petit-fils d'ingénieur au corps des mines. Mon arrière-grand-père, donc Eugène Saintis, avait 6 fils. Mon grand-père était le second. Il est rentré à l'école polytechnique et il a fait sa carrière dans l'artillerie.
À l'époque, je veux dire, c'était après la guerre de 70 et on ne songeait euh, qu'à la revanche. Donc il a épousé une femme qui était aussi fille de militaire et il a eu 3 enfants. Mon père est rentré à l'école à HEC, puis le commissariat de la marine, et au moment de la guerre, il était, au moment où la guerre est déclarée, il était embarqué sur un cuirassé qui a été coulé. Il s'est sauvé à la nage. Il a participé au combat de l'armée française dans les Dardanelles. Et puis il a été volontaire pour venir se battre sur le front à Verdun. Il a fait partie des canonniers marins. Et donc il a fini la guerre comme officier d'artillerie, enfin, comme artilleur. Après la guerre, donc il a été encore dans l'inscription maritime, mais au bout de quelques années, il a souhaité passer dans le civil et il a été embauché par la compagnie de navigation mixte à Marseille. C'était une compagnie qui était au bord de la faillite et mon père s'est employé à la reprendre et à la faire marcher. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré ma mère qui habitait Marseille. Le père de ma mère était le fils d'un homme assez curieux qui a été caricaturé par Alphonse Daudet dans son livre Le Nabab. Donc ils se sont mariés et je suis né l'année d'après à Marseille. Et donc mon père a fait sa carrière à Marseille dans la compagnie de navigation mixte jusqu'à la guerre. Il y avait des choses qui pour nous n'existaient pas, que nous n'avions même pas envie de faire, parce que nous ne savions même pas que ça pouvait exister. Il faut d'abord quand même préciser ce qui existait déjà. J'ai toujours eu le téléphone, l'électricité, l'eau courante et le gaz. Je me souviens que mon père, un jour, est arrivé triomphant, il avait sa première voiture. À ce moment-là, lui-même, il avait 35 ou 36 ans. Les personnes travaillaient 48 heures par semaine. On faisait des grandes promenades avec la grand-mère et d'autres petits cousins dans les jardins. On faisait des jeux de société. Le Monopoly n'existait pas, mais il y avait des jeux équivalents. C'était quand même assez amusant. Et puis surtout, nous lisions beaucoup. Notre génération a lu beaucoup. Et encore, en ce qui me concerne, je n'étais pas très portée sur la littérature, parce que je m'intéressais beaucoup dans mes études aux sciences et aux maths. Nous avions des hivers beaucoup plus rigoureux que maintenant. Nous allions faire du patin à glace. Nous faisions du patin à glace dans les patinoires, qui existent encore maintenant, et quelquefois sur des lacs. Je garde un souvenir extraordinaire d'avoir patiné sur le Grand Canal à Versailles, quand j'avais une dizaine d'années. La vie était, moi je trouve, facile, et bien que, je dois dire que quand même, je voyais, bien que m'ayant à l'époque, dans les années 34, moi j'avais mettons une dizaine d'années, j'avais l'impression que mon père était soucieux, il passait son temps à écouter la radio, parce que nous n'avions pas la télévision, mais nous avions la radio qu'on appelait à ce moment-là la TSF. Et il prenait, comme il parlait allemand, il prenait les stations allemandes, et il entendait Hitler, qui rugissait en allemand. Je ne me rendais pas compte, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas comme il faut. Nous habitions dans la banlieue de Marseille, une maison avec un grand jardin.
Donc, mon père avait un chauffeur particulier qui venait le chercher, l'amener à midi, le ramener à son bureau, le ramener le soir. Et ma sœur et moi, nous vivions un peu en autarcie, parce que dans notre grand jardin, j'avais une institutrice qui venait 2 fois par semaine, et j'ai donc fait toutes mes classes tout seul, jusqu'à la seconde. J'avais beaucoup de temps libre, effectivement, ce qui me permettait beaucoup lire. Et beaucoup joué dans le jardin. Alors, j'avais des cousins qui habitaient à proximité, je les voyais beaucoup aussi. Les cousins et cousines de Marseillais, donc du côté de ma mère. L'été, mon père allait prendre ses vacances chez sa sœur à Visil, et là j'avais d'autres cousins que je voyais seulement l'été. J'avais un chat et un chien. Moi aussi, j'avais toujours eu un chat. Toujours. Alors, il est certain qu'au moment du Front populaire, j'entendais mes parents, je sais qu'un jour, un jeudi, on avait congé le jeudi, tu ne sortiras pas aujourd'hui, il faut que tu restes à la maison. J'étais restée à la maison enfermée, ça me paraissait assez mystérieux, mais j'avais à ce moment-là que 12 ans. Et on m'expliquait où il y a des choses épouvantables qui se passent, il ne faut pas sortir dans la rue, etc. Ça a été pendant quelques jours au moment du Front populaire. Et il y avait autre chose, il y avait que dans notre immeuble, nous avions des amis qui étaient croix-de-feu. Et mon père disait toujours de l'air indigné, je ne serai pas croix-de-feu, c'est contraire à mes idées. Je ne sais pas, donc croix-de-feu devait être un groupe, je crois, assez à droite. Et mon père avait des idées plutôt, pour l'époque, un peu à gauche. Quant à la montée de l'hitlérisme, du nazisme à l'époque, à ce moment-là, pour le coup, c'était vraiment, on a pris ça de plein fouet, parce que là, on commençait quand même je commençais à être suffisamment âgé pour comprendre qu'il y avait des enjeux énormes et que la guerre était, une autre guerre, était imminente. Ça, j'en ai pris conscience surtout entre 1938 et 1939. À Marseille, les événements du Front populaire, enfin, je veux dire, ont été extrêmement violents. Dans mon jardin des Sceaux, j'entendais les gens défiler dans la rue. Je me souviens simplement de cette période de grève. Un jour, mon père disant les syndicats sont venus me voir avec un cahier de revendications, et quand je l'ai vu, je leur ai dit je vous accorde tout, mais je vous préviens que vous y perdrez, parce que chez nous, dans notre entreprise, on est plus social que ça. Et alors donc les représentants syndicaux sont Martit ou Penaud, et finalement il a encore accordé d'autres avantages en plus de ceux qui étaient déjà donnés, qu'il avait déjà donné à son personnel. Mon père, quand il était officier de réserve, il était prévenu qu'il serait affecté à la direction du port de Marseille en cas de conflit. Il avait été donc mobilisé une première fois en 1938 et définitivement pendant toute la guerre, il a été en 1939, de 1939 à 1945, il a été directeur du port de Marseille. La situation à Marseille était très compliquée. Il y avait effectivement des bandes de gangsters qui jouaient un rôle politique dans la cité, et il y avait les gangsters de droite et les gangsters de gauche.
et qui se bat, et donc les campagnes électorales étaient très violentes. Le jour de la guerre, le premier jour de la déclaration de guerre, mon père est parti mobilisé. Et c'était normal, il était capitaine à l'époque et il avait 45 ans. Donc c'était normal qu'il parte. Et ma mère et moi et ma grand-mère, nous étions restés toutes les trois. Et à ce moment-là, on a dit, stupidement, on nous a fait dire, le gouvernement, qu'il fallait partir à se réfugier. Le 16e arrondissement devait aller à Évreux. Alors nous voilà partis à Évreux, on loue une petite maison. Moi, je vais au lycée d'Évreux en classe de première, c'était sans histoire. J'avais beaucoup d'amis, on s'est beaucoup amusé pendant tout l'hiver, c'était très agréable. Et puis voilà que le début juin, cette ville d'Évreux qui était soi-disant là, enfin un endroit très calme, c'était au moment de l'avance allemande, comme chacun sait, et l'Évreux a été bombardé, non pas par les avions, mais directement par les canons. J'étais dans la rue à ce moment-là. J'ai eu la vie sauve grâce à la présence d'esprit de quelqu'un qui m'a aidé à me mettre sous un camion, parce que les bombes tombaient partout. Et dès qu'on a vu ça, enfin dès on a pris conscience du bombardement de la ville, ma mère a dit il faut partir. Nous voilà partis dans une vieille voiture dont je ne me rappelle pas la marque. Ma grand-mère, ma mère, le chat de l'époque, il y avait toujours un chat avec nous, quoi qu'il arrive, le chat et moi. Et nous voilà partis sur les routes en direction d'Angers, parce que c'était soi-disant la sécurité d'aller sur les bords de la Loire, éventuellement de passer la Loire. Et nous avions des amis et des cousins même qui faisaient le même trajet que nous et qui partaient aussi sur les bords de la Loire au nord d'Angers. Et nous nous sommes installés donc dans une petite maison là. Et nous avions encore très mal choisi l'endroit parce que les canons français étaient au sud de la Loire, pendant que les canons allemands étaient au nord. Et nous étions, nous, au-dessus, et les tirs de canons s'échangeaient au-dessus de nos têtes, je ne dis pas tous les jours, mais quand même assez souvent. Et donc là, nous avons dû y rester à peu près 2 mois, jusqu'au moment... Allons, j'oublie une chose essentielle. C'est que le 18 juin, armistice. Alors le 18 juin, honnêtement, je n'ai rien entendu. Mais le 19 juin, en prenant la TSF que nous avions, nous entendons la voix du général de Gaulle. Ça a été un jour extraordinaire. Le 18 juin, nous apprenons que nous sommes... que l'armistice est signé et que nous sommes vaincus. Le lendemain, la voix du général de Gaulle a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Et de ce jour-là, ma mère et moi et ma grand-mère, nous n'avons pas hésité, comme beaucoup de gens qui se sont dit après tout, et Pétain ceci, parce que Pétain, quelques jours avant, je fais un retour en arrière, parce qu'il faut qu'on comprenne l'ambiance. Pétain avait dit quelques jours avant, je fais le don de ma personne à la France. Et beaucoup de personnes, de très bonne volonté, ont fait confiance. C'est quand même le vainqueur de Verdun, c'est un vieux général, il peut vouloir le bien de la France, faisons-lui confiance, etc. Et quelques jours après, on entend de Gaulle. Réaction de certaines personnes, c'est un intrigant, il s'en va, il laisse tout le monde, et quitte la France pour aller se réfugier en Angleterre, on ne peut pas lui faire confiance. Et contrairement à cet avis qui était à ce moment-là majoritairement répandu, ma mère et moi, nous avons pris fait et cause pour De Gaulle. Il n'y avait plus que De Gaulle qui comptait, le gaullisme et non pas la revanche, le mot est inexact, la résistance. Le mot n'existait pas à ce moment-là, mais déjà, disons, on va dire l'esprit de résistance. Donc nous sommes restés là encore, dans cette maison au bord de la Loire, pendant encore à peu près 2 mois. Et quand on a vu que tout était rentré dans l'ordre, nous avons su entre-temps que mon père avait été fait prisonnier dans un camp en Allemagne. Et donc ma grand-mère, ma mère, le chat et moi, nous sommes repartis à Paris, où nous avons retrouvé une ambiance d'occupation évidemment. Au lycée, il y avait des grandes tensions dans la classe, nous n'étions plus des enfants, là nous étions en terminale.
Et dans la classe, plusieurs filles et moi, nous voulions monter pour le 11 novembre, vous voulez faire une manifestation. On a dit à 11h le 11 novembre, on va tous se lever en criant Vive de Gaulle. Et alors, on s'est toutes levées sauf une. Après ça, le prof furieux nous fait venir, parce qu'elle savait qu'elle était l'instigatrice de l'affaire, nous fait venir en nous disant, mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez obligé votre camarade à rester assise. Et vous êtes folle d'aller vous mettre dans des pétrins comme ça, vous ne vous rendez pas compte, etc. Et pour dire la vérité, cette femme, sur le moment, elle était furieuse, les 3 filles qui avaient été prises en flagrant délit. Elle était toujours furieuse. Mais après, on a pensé qu'elle avait raison, parce qu'on était là à jouer avec le feu pour faire une manifestation stupide, une bande de 40 filles, ça n'avait aucun sens, aucun intérêt. Et on sait qu'à ce moment-là, ce même jour, il y a eu des manifestations dans les universités et partout, et qui étaient beaucoup plus sérieuses, puisqu'à la suite desquelles les universités à Paris ont été fermées pendant des mois. Ça, c'était la première année d'occupation. Mon père étant ancien combattant, il était prisonnier en Allemagne. Il a vécu ça relativement pas trop mal, parce que c'était tout entre officiers. Ils se faisaient des conférences mutuellement. Et il y en a qui étaient des philosophes, il y en a qui étaient des mathématiciens ou des scientifiques, qui faisaient chacun dans son domaine. Et mon père, dont ce n'était pas le domaine, mais qui aimait beaucoup l'histoire de l'art, faisait de mémoire des cours d'histoire de l'art à ses camarades. Lorsqu'il y a eu l'armistice signé par le général, le maréchal Pétain, les gens ont poussé un soupir de soulagement parce qu'ils s'attendaient à voir arriver les Allemands. Je me souviens même qu'on avait annoncé les Allemands sont rentrés dans Aix, tellement il y avait un esprit de panique. La ville de Marseille, qui avant-guerre était nourrie par l'Algérie, je veux dire, on se ravitaillait en Algérie l'avant-guerre. Donc pendant la guerre, il n'y avait plus de nourriture. Et donc c'était mes souvenirs de guerre, c'est surtout des souvenirs de faim et de marché noir. Lorsque les Allemands ont envahi la zone libre, il y a eu quelques Allemands qui sont venus à Marseille, mais en fait très peu. On a eu l'atmosphère de guerre seulement au moment de la libération. Les troupes débarquées se sont battues avec les Allemands pendant quelques heures. Les premières années de la guerre, j'étais au lycée Thiers à Marseille. Et lorsque il y a eu l'invasion de la zone libre par les Allemands, à ce moment-là, mon père en a profité pour me mettre pensionnaire au lycée Saint-Louis, où il pensait que je serais mieux dans une meilleure taupe. Et effectivement, j'étais dans une très bonne taupe. Paradoxalement, au lycée Saint-Louis, je trouverais moins de la faim d'ailleurs qu'à Marseille. Dans les grandes villes, je pense que Paris a été une des villes les moins mal loties. En dehors du ravitaillement, nous avions tellement d'autres soucis. Parce que quand mon père est revenu, il s'est rendu compte qu'en s'appelant Dreyfus, il risquait beaucoup d'ennuis. Tout le monde lui avait dit, et alors il a profité d'une occasion pour partir en zone libre. Il est parti à Lyon pendant l'année 41-42. Il est parti tout seul pour passer la ligne, et ça impliquait d'avoir des combines. Beaucoup de gens l'avaient. Alors là-bas, il a trouvé du travail sans aucun problème à Lyon, mais lorsque la zone libre a été envahie, mon père s'est dit à quoi bon rester en zone libre, je vais retourner chez moi. Et à ce moment-là, il a commis une grosse erreur. Il a dit, je ne veux pas porter l'étoile jaune, je vais me faire une fausse carte d'identité. Alors ça c'était courant. Il y a quelqu'un qui l'a reconnu, c'était une ancienne secrétaire, qui l'a dénoncé à la police, en disant, ce monsieur-là, il ne s'appelle pas monsieur Deloncle, il s'appelle monsieur Dreyfus. Et on l'a arrêté, et on lui a dit, fausse carte d'identité, vous allez aller à la prison. Alors à ce moment-là, nous avions un avocat qui était très connu, ami de la famille, qui a dit à ma mère, alors qu'elle a dit pour une fausse carte d'identité, il ne va pas rester en prison indéfiniment. Alors l'avocat lui a dit textuellement, si vous voulez qu'il revienne, qu'il voulait le mieux pour votre mari, il faut le laisser en prison. C'est le seul endroit où les Allemands ont la prison pour droit commun.
à la santé. Il y est resté 1 an, de 43, parce qu'avec tout ça, ça faisait. Donc ça a été à l'automne 43 jusqu'à l'été 44, la libération de Paris. Donc il est resté 10 mois à la prison de la Santé, ce qui a été une expérience très, très pénible pour lui. Il est allé le voir dans les parloirs, on lui apportait des choses à manger, bien entendu. Parallèlement, nous écoutions la radio anglaise. Il fallait l'écouter aussi clandestinement, parce qu'il ne fallait pas qu'on sache qu'on l'écoute. Alors on se claquemurait dans une chambre et on écoutait tous les soirs, à peu près à la même heure, ici Londres, les Français parlent au français. Quelques messages personnels. Les carottes sont cuites. Le train sifflera 3 fois, etc., etc. Jusqu'au jour où nous n'avons pas entendu, mais où les gens de la résistance ont entendu, les sanglots longs des violons de l'automne, et le lendemain, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Malheureusement, au moment de la libération de Paris, j'étais partie en province pour garder des enfants. Et après, bien sûr, je suis revenue et la vie a recommencé. En ce qui me concerne mon itinéraire personnel, ayant des parents athées tous les deux, la question de Dieu n'était pas un problème puisque c'était le grand absent. On n'était pas contre. Mais comme il n'existait pas, on ne parle pas de choses qui n'existent pas. C'était un sujet sans intérêt, mais pas du tout, on n'est pas d'hostilité. Et j'ai eu l'occasion, par hasard, de rencontrer quelqu'un qui m'a dit, après tout, tu devrais quand même te faire avoir quelques notions sur le catéchisme. Je vais te faire rencontrer un prêtre. Donc j'ai rencontré un prêtre, un brave homme, très gentil, en 3 mois, il m'a tout expliqué. Il a cru, et moi j'ai cru. Qu'en 3 mois, il m'avait tout expliqué. Donc, dans la foulée, bien sûr, ma première communion à l'âge de 15 ans. Et puis, on était resté là. Mais après ça, lorsque j'étais en fac, c'est là où j'ai fait des rencontres extraordinaires avec des gens des garçons et des filles qui avaient un dynamisme, une foi extraordinaire. On partait faire des balades, dès que ce soit la guerre. On partait pas loin, hein. On parlait maximum, non, je sais pas, dans la vallée de Chevreuse. Pour nous, c'était un grand voyage, une grande expédition. Mais c'était... Et là, on passait on chantait, on riait, on jouait. Il y avait une ambiance extraordinaire avec tous ces garçons et ces filles qu'on retrouvait. C'est vrai que c'est encore plus intéressant que les balades. Tous les jours, entre 13h et 15h, on va dire, entre 13h et 14h, on se retrouvait au Jardin du Luxembourg avec des Normaliens qui faisaient partie du groupe catholique, l'État là. Donc c'est parti de ballons prisonniers. Alors on avait tous 20 ans, on est passé. On jouait comme des gamins. C'était une occasion pour se retrouver, se donner du courage mutuellement. Et là se tissaient des liens qui aboutissaient à des mariages ou qui aboutissaient et aussi à la résistance. Bien entendu, ceux qui faisaient de la résistance ne le disaient pas. C'est à ce moment-là que j'ai connu, mais là peut-être que pas beaucoup de gens le connaissent maintenant, j'ai connu un certain Marc Zamansky qui est parti avec sa fiancée, qui ont été tous les deux juifs, enfin lui juif, elle pas, mais qui faisaient de la résistance. Ils sont partis, lui à Dachau, je crois, et elle à Ravensbrück. Et ils sont revenus tous les deux. Nous savions qu'il y avait des gens dans le maquis. Nous étions au courant, bien sûr, nous étions au courant. Nous n'étions peut-être pas au courant de l'ampleur que ça avait, mais on était au courant. Ce dont on n'était pas au courant pendant la guerre, et c'est ça qui a toujours été mon étonnement, c'est que jamais à la BBC on l'a dit, c'est les camps de concentration. On ne savait pas. On avait du mal à penser que ça avait réellement existé. Il y avait presque, pas un déni, mais une très grande difficulté à comprendre que ça puisse être vrai. Et bien, curieusement, sur le moment, ça a été très progressif. Les gens en ont très peu parlé. Les gens qui revenaient étaient hagards. Les camps de concentration, je l'ai appris quand j'avais connaissance de Mouty, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, elle m'en a parlé, mais je veux dire, je n'avais eu, avant de la connaître,
je ne connaissais personne qui y avait été ou qui était de la résistance non plus. Qui était au courant, quoi. Ni dans la résistance, tu connaissais personne non plus. Ben, c'est pas des résistants. Il y avait un cousin de mon père qui était dans la résistance, mais qui a été assassiné parce que il était FFI et qu'il a été assassiné par les FTP. Vous avez des disputes entre eux, ça c'est pas très bon à dire, oui. En zone libre, il y avait la résistance communiste et la résistance non communiste qui se battaient entre elles. Et ça, nous, ceux de résistance, enfin, l'esprit de la résistance de la première heure, on n'aime pas penser à ça, mais c'est exact que ça s'est passé, c'est très regrettable. Nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, du tout. Non, je veux dire, c'est vraiment pas du tout. La connaissance je veux dire, de la guerre telle qu'elle a été vue de Marseille et vue de Paris, c'était deux choses vraiment très différentes. Il y avait un mot d'ordre tacite que personne ne disait. Les filles, on avait 20 ans, les filles, quand elles voyaient les soldats allemands, détournaient la tête ou baissaient la tête, ne les regardaient jamais en face. On voulait montrer aux soldats allemands qu'ils étaient les vainqueurs, qu'on reconnaissait qu'ils étaient les vainqueurs, et que ce n'était pas une raison pour que nous, les filles de France, on puisse faire le moindre pas vers eux, même si dans certains cas, certaines filles l'ont fait, et des filles qui étaient des filles qui vraiment ont aimé des hommes, et ça se comprend maintenant. C'était des Allemands, ceux de la Wehrmacht. Il ne fallait pas non plus confondre la Wehrmacht et la Gestapo. La Wehrmacht, c'était le soldat lambda, enrôlé parce qu'il était allemand, et qu'il avait l'âge qu'il faut pour être enrôlé. Mais ce n'était pas du tout un monstre. C'était loin d'être un monstre. Il y en avait beaucoup qui étaient très cultivés, très intelligents, très sympathiques. J'avais un oncle qui était polytechnicien, qui avait fait la guerre de 14, qui était bardé de médailles et pendant mon enfance, j'ai bien connu. Il venait voir mon grand-père, qu'il aimait beaucoup, et il lui racontait la guerre de 14. Et pour moi, une petite fille qui avait à ce moment-là 6 ou 7 ans, j'écoutais et je me rendais compte, et j'écoutais d'avidement ce qu'il disait. Et ce qui me semblait extraordinaire, c'est quand il disait à son oncle, « Mon oncle, la guerre, le pire, c'est pas les bombes, c'est pas les canons, c'est les araignées. » Et tout ça avec les gestes. Les araignées, elles sont grosses comme ma main, elles me regardent avec des yeux épouvantables, elles ont des pattes pleines de poils. Et il me faisait des descriptions d'araignées qui me glaçaient jusqu'aux os et qui m'ont donné une peur des araignées pour le restant de mes jours. Ce même oncle, après la mort de mon grand-père, heureusement que mon grand-père n'a pas su ça parce qu'il l'aurait beaucoup aidé, est devenu chef de la cagoule. Il s'appelait Eugène Delon, comme chacun a dû entendre ce nom, je le dis maintenant. Et pendant la Deuxième Guerre, pendant la guerre de 39-40, au début de la guerre, il était mobilisé sur place, parce que trop âgé, bien sûr, pour aller au front. Et en 1942, il a décidé, pour un coup de folie, d'organiser la Légion des volontaires français pour lutter contre le bolchevisme. Il a donc accepté de revêtir l'uniforme allemand, de prêter serment à Hitler pour combattre, ou envoyer combattre, parce que lui, bien entendu, ne partait pas, combattre aux côtés de l'armée allemande, de combattre les Russes. Alors, bien entendu, toute la famille était horrifiée d'une trahison pareille, et qu'on n'a toujours pas compris comment il avait pu faire une chose pareille. Il faut dire qu'au total, il a fini par être tué par des soldats allemands, parce qu'il avait trempé plus ou moins dans un complot contre Hitler. Enfin, une sombre histoire sur laquelle je ne vais pas revenir là-dessus, mais qui peut dire que, qu'en fait, il est mort des conséquences de toutes ces erreurs. Ce n'est qu'en l'année 45-46 que nous nous sommes connus
au centre Richelieu, qui est un lieu une aumônerie pour étudiants, de la Sorbonne de l'époque, qui était en fait la faculté des sciences et la faculté des lettres réunies. C'était la même aumônerie qui faisait faculté des sciences et faculté des lettres. Alors Papilly à ce moment-là était donc normalien et il venait participer aux activités de ce centre Richelieu et moi j'y allais aussi. Nous nous sommes rencontrés et sans avoir réfléchi beaucoup, on a décidé de se marier alors que nous n'avions aucune situation ni l'un ni l'autre, que nous étions jeunes, issus de milieux assez différents, ayant des préoccupations totalement différentes, mais tout d'un coup, on a décidé de se marier quand même. On est arrivé à l'école normale supérieure, donc je me suis inscrit au groupe Tala, qui était dirigé par l'abbé Charles, mais celui-ci a été mis en minorité, et, enfin, limogé en quelque... Enfin, il y a eu une rébellion des Normaliens contre l'abbé Charles. Et moi j'ai suivi l'abbé Charles, qui était aussi aumônier de la Sorbonne. Donc je suis allé au centre Richelieu. Et au centre Richelieu, j'ai rencontré Lise, qui était super prophétesse. Il y avait au centre Richelieu des responsables d'amphi et des prophètes qui étaient des gens destinés à prêcher la bonne parole avec éloquence. J'ai été rempli d'admiration par l'éloquence de Mouti, donc je l'ai demandé en mariage. Pas plus compliqué que ça. Bien que moi je ne sois pas éloquent, je parle pas très peu. Je parle très peu, mais enfin j'ai quand même dit Alice, est-ce que vous voudriez bien m'épouser? Elle m'a répondu, est-ce que vous aimez les chats? Je lui ai dit oui, j'aime beaucoup les chats. J'avais un chat. Il y avait un chat chez moi et j'ai été élevé avec un chat. Alors elle a été rassurée et elle m'a dit, bon, mais dans ce cas-là, je peux vous épouser. Et on s'est mariés donc au mois de septembre, à la rentrée. 46. 46. À Marseille. La grand-mère de Lise habitait dans le même immeuble que mes beaux-parents. Elle avait un petit appartement et elle a consenti à nous donner ce petit appartement et aller vivre chez sa fille. Et nous, on était dans ce petit appartement pas très longtemps, parce qu'après, on a eu quand même deux enfants, ou 3 enfants, très rapprochés, et après on est parti à Rennes, où Papilly avait un poste d'enseignement de la faculté des sciences. Assistant à la faculté des sciences. Laurent venait de naître quand on s'est installé à Rennes. Nous sommes installés dans une immense maison, sans eau, et électricité, il n'y avait pas d'eau. On avait un puits, on avait puisé l'eau au puits. Mais à cette époque, curieusement, on n'avait pas d'argent, mais on avait des petites jeunes filles qui venaient travailler pour pas cher du tout, qui faisaient les travaux comme de tirer l'eau du puits, allumer le feu de la cuisinière, parce qu'on n'avait pas non plus de gaz. On n'avait pas de... Donc on faisait cuire les aliments sur le fourneau. On puisait l'eau au puits. Et on faisait la toilette avec des seaux, des brocs et de l'eau chaude qu'on faisait chauffer sur la cuisinière. Et on a passé un très bon moment là. C'est à Rennes qu'on a eu le 4e enfant, qui était encore un garçon, qui était René-Marie. Et peu de temps après, Papilly a eu l'occasion de partir au Maroc. Et nous voilà tous partis pour Rabat. Nous ne sommes restés que 2 ans. Et on a eu donc encore des expériences très intéressantes au Maroc, mais des choses pour nous qui nous changeaient énormément. Le Maroc a été quand même un pays beaucoup plus civilisé en quelque sorte que l'Algérie.
Finalement, on vivait quand même beaucoup entre Français. On ne se mêlait pas à la population. Et nous n'avions aucun problème avec les commerçants marocains, la personne qui venait faire le ménage chez moi qui était marocaine. À Rennes, j'étais assistant et au Maroc, je faisais fonction de maître de conférence. Donc c'était plus intéressant pour moi au point de vue professionnel. Et des élèves marocains mais juifs. Je n'avais pas de marocains musulmans. À l'époque, le sultan du Maroc avait été déposé par les Français qui avaient mis un autre sultan à la place. Et alors les Marocains souhaitaient le retour de leur ancien sultan. Des troubles, mes beaux-parents avaient très peur et insistaient pour qu'on revienne en France. Tu as eu l'occasion de revenir à Bordeaux. On m'a proposé une place à Bordeaux, je suis parti à Bordeaux. Juste avant la fin de notre séjour à Bordeaux, nous avons eu Aliès. Puis retour en région parisienne, encore pour des raisons de changement pour Papilly, qui travaillait qui a changé de travail complètement, qui est rentré. Voilà. Finalement, j'en avais marre de l'enseignement et on m'a proposé un poste au ministère des Finances pour faire de la recherche. Je devais en principe faire des modèles mathématiques pour les économistes. Ces modèles mathématiques ne marchaient pas d'ailleurs. Mais ça m'a permis d'apprendre l'économie et j'ai cherché à comprendre pourquoi les modèles mathématiques de l'économie ne marchaient pas. Parce que les économistes s'imaginaient que leur modèle ne marchait pas parce qu'ils n'avaient pas de connaissances mathématiques suffisantes. En réalité, c'est surtout parce que leur théorie économique était imprégnée de keynésianisme et que le keynésianisme est une absurdité. À ce moment-là, je ne travaillais pas. J'étais femme au foyer à 100%, occupée avec les enfants, je ne cherchais pas à travailler. Revenue en France, nous avons eu à ce moment-là encore 2 enfants, 2 garçons, Guillaume et 3 ans après, le dernier, Olivier. Et c'est quand Olivier a eu 2 ans ou 3 ans, exactement 68, donc quand il avait 4 ans, que j'ai décidé de reprendre du travail, pour beaucoup de raisons. J'avais l'impression que c'était important pour moi. Et les événements de 68 avaient laissé beaucoup de... ça avait fait beaucoup de gâchis dans les familles. On avait beaucoup de mal à se récupérer après ça. C'est une autre histoire, 68. Et tout d'un coup, je me suis dit, il faut que je travaille pour remettre les idées en place. Et donc, j'ai fait un recyclage. On demandait à ce moment-là à faire les mathématiques modernes ont été introduites au collège en 6e. Et on faisait on proposait des stages de formation. Alors je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. J'ai fait donc une formation et ensuite j'ai demandé un poste. Et j'ai eu la chance d'obtenir, un peu par piston, je dois dire, un poste au lycée de Meudon à côté de chez moi. Et donc, j'ai commencé ma carrière d'enseignante en maths avec beaucoup de plaisir. Et je faisais des choses qui m'intéressaient énormément, j'avais des élèves intéressants, j'étais très contente, mais je n'étais pas titulaire. Et cette bonne vie n'a duré qu'une dizaine d'années. Au bout de 10 ans, il a fallu que je change on m'a envoyé un peu dans tous les coins du département, dans des collèges beaucoup moins agréables, et c'était beaucoup moins bien. Ce qui fait que j'en ai eu assez, et que j'ai cherché à passer un concours pour devenir conseillère d'éducation. Et c'est comme ça que j'ai fini ma brillante carrière en étant conseillère d'éducation dans un lycée professionnel. D'abord, en 68, soyons clairs, il fallait distinguer deux parties dans nos enfants, deux groupes. Un groupe qui avait moins de 11 ans, c'était Agnès, Olivier et Guillaume, étaient hors circuit. Ils étaient beaucoup trop jeunes, la question était... Bon.
Alors il y avait ensuite les 4 aînés. Et alors curieusement, les 4 aînés n'étaient pas d'accord avec cette révolte. Ils pensaient qu'il ne fallait pas... Ils étaient vraiment très marginaux. Le cas peut-être le plus flagrant, c'est Rémi. Il avait 19 ans, donc il était vraiment l'âge conservé par ces choses-là. Donc Jean-Baptiste était à l'hôpital. Alors, René-Marie, malgré son jeune âge, parce qu'il avait 16 ans à cette époque-là, bon, essayait, faisait différentes activités aussi, anti-68. Alors Laurent était celui qui essayait de discuter. Alors on faisait des assemblées tout le temps, assemblées à la sortie de la messe, assemblées au lycée, assemblées dans toutes les maisons. Il fallait faire des assemblées générales toute la journée. On faisait des palabres, des palabres, des palabres. Et pendant que Rémi disait « laissez-nous travailler », Laurent était content de discuter. C'est vrai que ça a été quand même une rupture pour nous, enfin, ou une fracture plus exactement, parce que Jean-Baptiste avait eu un accident de voiture très grave, qui l'avait laissé entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines. Et c'était quand même un très grand choc, sachant que pendant ce temps-là, nous n'avions pas de voiture parce qu'il avait bousillé la voiture. Nous n'avions de toute façon pas d'essence pour mettre dedans parce que personne n'en avait. Et que tout était... On nous promettait des lendemains qui chantent et qui ne chantaient pas du tout. En fait, les étudiants, tout le monde était dans la rue. Et ils essayaient de faire aussi, de joindre les ouvriers qui n'avaient rien à faire de leurs histoires. Tout le monde parlait de tout et personne ne savait exactement de quoi il retournait. Nous étions à une réunion, comme on organisait partout, dans les mairies, dans les écoles, dans les salles paroissiales. Et il y avait une bande de jeunes qui disaient très excités, oui, les CRS, c'est comme les SS. Alors moi, je me suis levée, très en colère, en disant, bande de petits idiots, vous ne savez pas ce que c'est que les SS et vous n'avez pas le droit de comparer les CRS et les SS. Parce que moi, je sais ce que c'est que les SS, et vous ne le savez pas. Ils avaient 20 ans. Alors je pensais qu'ils allaient être furieux contre moi, mais pas du tout. Ils se sont rassis tout penauds en se rendant compte qu'ils avaient dépassé peut-être un peu les bornes. Mais 68, c'était la réaction d'une société gavée. Il y avait je veux dire, jusqu'en 68, une progression économique assez importante et les jeunes avaient été amenés à voir leur niveau de vie augmenter sans rien faire. Il y avait donc une sorte de réaction contre la société gaveuse. Et ça correspondait avec la disparition de l'image du père. La mère, on retombait à l'état de nourrisson. Donc, à l'état de nourrisson, le père n'existe plus. La génération de 68 était assez nettement une génération qui n'avait pas connu son père. Les enfants nés en 38-39, tous leurs pères avaient été prisonniers, de 39 à 45, situation de jeunes privés de père et gavés par leur mère. Donc il y a eu des tas de difficultés. Nous avons eu beaucoup de difficultés à ce moment-là, dans la famille, avec des divergences très profondes, très sérieuses. Et le fait que je travaillais a aidé à faire un équilibre dans la famille. Ça me permettait de voir autre chose, voir d'autres personnes. Il y a eu l'annonce de Laurent qui rentrait au séminaire, ce qui a été un gros choc. Et René-Marie qui se mariait. Il a eu des enfants tout de suite, très nombreux, et qui, eux-mêmes étant débordés par les enfants, je m'en suis beaucoup occupée des 4 filles de Rambouillet. Je suis pour
une comptabilité qui tienne compte de tous les éléments et pas seulement des éléments, des flux économiques. Et je pense que la comptabilité nationale actuelle n'est bonne qu'à faire des prévisions à court terme, mais n'est pas capable de traiter les problèmes à long terme. Au départ, donc j'étais mathématicien, mais je voulais faire des mathématiques utiles, enfin, donc j'ai fait du calcul des probabilités. Moi, mon ami Michel Delsol m'a exploité mes connaissances de calcul des probabilités pour ses recherches sur l'évolution biologique. Mais alors surtout, je suis rentré au ministère des Finances où on m'a chargé de faire des prévisions basées sur un certain nombre d'hypothèses, ce qui constitue la théorie économique. La théorie économique telle qu'elle est enseignée dans les universités de sciences économiques. Et en fait, donc, pendant des années, j'ai essayé de faire des modèles mathématiques et appliquant les théories économiques enseignées. Les prévisions à long terme étaient toujours fausses. Au bout de quelques années, alors je m'en apercevais au bout de quelques années, finalement au bout de 15 ans, j'en ai eu marre de faire des prévisions fausses. Et à ce moment-là, je suis passé au Collège de France, où j'ai pu réfléchir longuement sur les raisons pour lesquelles la théorie économique ne marchait pas, et c'était les bases de la théorie économique qui étaient fausses. Et la théorie économique est basée simplement sur l'étude des flux, et les stocks, c'est le capital. Cette notion de capital est une notion fausse. Il doit y avoir deux aspects différents, la fortune et la richesse, qui donnent deux comptabilités différentes. Donc j'ai écrit ce livre, Fortune ou richesse, mais comme ce livre allait contre tout ce qui était enseigné, il n'a été lu par personne. Je suis sûr qu'ils seront, dans un siècle ou deux peut-être, je ne sais pas, mais qui seront non seulement compris, mais enseignés, parce que c'est le seul moyen de faire des prévisions exactes. Peut-être qu'un jour, un homme politique sensé aura l'idée de prendre mon livre et de dire voilà les comptes qu'il faut faire. Si on fait un bilan normalement, il y a deux colonnes. Il y a le positif et le négatif. Alors si on commence comme ça, on est perdu. Parce que le négatif est tellement grand que on ne sait pas on ferait mettre des coefficients. Alors on n'y arrivera pas. Il faut voir globalement. On va dire que globalement, c'est ça, réussir. Alors qu'est-ce qu'on appelle réussir? Le but au départ, c'était de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants. Bon, on a rempli ça. L'autre versant, c'était surtout Papilly, enfin moi aussi, ma mesure, c'était de s'investir en sciences. En sciences, dans toutes les sciences, et la science et la foi, qui a été le grand thème de toute notre jeunesse. Et ça nous a apporté beaucoup de satisfaction, des tas de rencontres et des choses passionnantes. Alors ça a été rempli aussi sur le plan, donc au point de vue intellectuel, on peut dire que ça a été rempli, oui, à peu près. Alors, pour le reste et les autres, est-ce qu'on s'est occupé est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on a fait toujours tout ce qu'il fallait pour les autres, pour ceux qu'on a pu rencontrer? Il y a des gens qui ont fait beaucoup mieux, accueillir des gens sans domicile fixe, ou des choses comme ça, ça on l'a fait une fois et puis c'est tout.
Et ça s'est d'ailleurs assez mal passé. Ça s'est plutôt mal passé, bon. Et donc on a été un petit peu quand même une famille assez égoïste, enfin, oui, repliée, enfin pas repliée. Enfin, on était déjà très occupés avec nos enfants. On restait un petit peu... Voilà. On n'était pas... Oui, alors la question religieuse, ça a été une autre affaire dans notre vie. Ça a joué un très grand rôle, l'affaire religieuse. Alors l'affaire religieuse, ça nous a, on peut dire, pourri la vie. Attends. Pourri la vie dans une certaine mesure, dans la mesure, au début, où on n'était pas d'accord. Alors on était cathos tous les deux, on allait à la messe tous les deux, on avait exactement reçu, enfin on n'avait pas reçu la même éducation, mais on était vraiment cathos, mais on n'avait pas le même point de vue. Grosso modo, Papilly était plutôt conservateur, et moi j'étais, ou tradit même, et moi j'étais plutôt progressiste. Tout ça, ça s'est beaucoup estompé. On a fait un effort. Papilly a fait un effort énorme en suivant. Il faut y aller jusqu'au bout. Il a fait un effort énorme en allant à la Cato, suivre des cours pour adultes pendant plusieurs années, qui l'ont aidé à progresser dans un sens moins rigoriste. Moins hein, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bon, moins rigoriste, enfin plus, oui. Et moi, de mon côté, j'ai fait un effort quand même pour ne pas me désolidariser de la majorité des chrétiens et des catholiques parce que j'étais vraiment, des moments, j'étais très à la marge. Ce qui m'intéresse toujours, c'est toujours, par exemple, chez les protestants, tout ce que font les protestants, je trouve ça admirable, qu'au font les juifs, c'est très bien, etc. Et puis je suis très critique pour les catholiques. Mais ça, je fais un effort pour essayer de ne pas le faire et pour rester quand même dans l'Église. Et là, je crois que j'y suis, je ne me fais pas de soucis pour ça. J'y suis à fond, mais d'une façon, chacun est libre quand même. On a une grande liberté dans l'Église. Et moi, j'ai la liberté d'appréhender certaines choses de façon différente d'autres. Par exemple, je ne suis pas du tout, je ne suis pas capable de faire des prières, des pèlerinages, des dévotions, des statues, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, j'aime bien réfléchir au rapport entre le judaïsme et le christianisme. J'étais très très marquée par un ami qui s'appelle Jean-Marie Lustiger, qui est un peu mon guide spirituel. Oui, j'ai un regret d'avoir fait des études qui n'ont pas été complètes et je regrette de ne pas avoir une vie professionnelle plus importante, plus longue. Voilà, je regrette. Et je regrette peut-être aussi de l'avoir pour mes enfants été trop... Il fallait faire des sciences, il fallait réussir en sciences. Et ceux qui avaient du mal, c'est sûr qu'ils n'étaient pas valorisés dans la famille, et ça, c'était très regrettable. Et ça, on a eu des torts au point de vue pédagogique, éducatif, ça c'est sûr. Et quand on disait en riant, chez les saintistes, on parle que de deux choses, on parle de Dieu et des mathématiques. En dehors de ça, bon, la littérature, c'est un peu la littérature quand même. Mais il fallait, la musique, l'art, tout ça, c'était vraiment très délaissé. Et ça, c'est une erreur qu'on a faite. Il faut savoir le dire, voilà. Il faut savoir choisir. Pour moi, je suis dans l'admiration devant tous mes descendants. Je les trouve tous merveilleux. J'espère que ceux qui ne sont pas mariés encore, qui sont pas mariés encore feront comme leurs aînés, de bons mariages avec des gens sérieux et pas n'importe qui. Mais il a une vision très, très paternaliste et très... rien ne bouge, et moi je vois les choses qui vont bouger beaucoup. Un bon beefsteak, ça restera un bon beefsteak. Il y a une différence absolument hallucinante, la façon dont moi j'ai vécu quand j'avais 15 ans et comment ma petite fille vit quand elle a 15 ans. Au point de vue matériel, des tas de choses différentes, mais au point de vue... On avait sans doute les mêmes préoccupations. L'école, bien réussir à l'école, avoir des copines, s'amuser avec elles, discuter, plaire aux garçons, etc. Quand j'avais 14 ans, qu'est-ce que je voulais faire plus tard? Je voulais être Marie Curie, quelqu'un comme Marie Curie, simplement. Donc j'avais quand même, à cette époque-là, voilà, j'ai quand même eu des ambitions déçues. Je n'avais certainement pas pris les bons moyens, mais je n'avais peut-être pas les capacités. Je dirais à la petite fille de 14 ans, attention,
Il faut faire le maximum dans les années entre 14 et 20. On peut distinguer garçons et filles, parce qu'il est certain que pour les filles, c'est impératif de faire ce délai-là. Parce qu'après viennent le mariage et les maternités, ce qui est souhaitable. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ah ben voilà. Même moi, quand j'étais jeune, je voulais faire de la recherche en physique, enfin, plutôt d'un genre physique industriel. Je voulais être un chercheur de trouver de nouveaux produits, trouver de nouvelles machines. Je me suis rendu compte, pas plus tard, que j'étais beaucoup trop maladroit et pas assez doué. Et qu'il fallait que je bifurque vers les maths. Moi, je trouve que la vieillesse, c'est un naufrage. Comme dirait De Gaulle, je suis une fervente admiratrice de Gaulle d'un bout à l'autre, y compris pour ses phrases lapidaires. Et je pense, quand il a dit la vieillesse est un naufrage, je pense qu'il avait raison. Mais dans ce naufrage, il faut essayer de trouver, on va dire, une île. Et on peut effectivement trouver auprès de ses enfants, de ses petits-enfants, davantage que peut-être encore que les enfants. Et lorsque les arrière-petits-enfants arrivent, c'est une nouvelle source de joie, bien qu'on ait le regret de ne pas pouvoir faire avec eux tout ce qu'on avait pu faire avec les petits-enfants, parce qu'étant beaucoup plus âgés, il n'est pas question de s'occuper d'eux, de les garder comme on l'avait fait lorsque nous étions plus jeunes avec nos petits-enfants. Ou on meurt ou on vieillit. On n'a pas d'autre possibilité. Alors à partir du moment où on préfère, ou tout au moins, bon, je ne demande pas notre avis, mais on est embarqué dans la vieillesse, on ne cherche pas du tout à mourir. On dit, oh, ça pourrait continuer, on n'est pas malheureux. Et on s'intéresse. Le seul moyen, je crois, c'est de s'intéresser aux autres. Alors les autres, bien entendu, c'est les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Mais c'est aussi les autres, ça peut être, enfin c'est, bien entendu, là, ce qui se passe en France, la politique, les problèmes religieux, les problèmes de société dont on parle beaucoup. Alors là, effectivement, étant âgé, on a une distance, on a un recul pour tout ça, et on arrive, je pense, à faire la part des choses et à être plus mesuré, plus raisonnable quand on était jeune, ça c'est sûr. J'ai une vision beaucoup plus positive de la vieillesse au fur et à partir du moment où j'ai pris ma retraite, j'ai été débarrassé d'un certain nombre de contraintes. J'ai pu continuer mes recherches. Ça m'a permis de faire encore mieux que ce que je faisais auparavant. Je ne fais que progresser. J'ai l'avantage d'avoir toute une flopée d'enfants et de petits-enfants merveilleux qui m'aident à progresser. Quand je les vois, je suis enchanté de ce qu'ils font et j'essaye d'être en union avec eux, de travailler avec eux, et si je peux essayer de leur rendre un service eh bien c'est tant mieux. La mort ne me fait pas peur, puisque de toute façon je n'ai plus de contraintes, mais en attendant, je suis très content de mon état. Évidemment, la seule chose que je crains, c'est d'être veuf et surtout d'être dans une petite chaise gâteux et ne plus pouvoir être utile aux autres, alors que je crois qu'actuellement je suis encore un peu utile et que je fais des choses qui rendent service. À mon avis, ce qu'on a dit, c'est très, comment dirais-je, c'est très classique. On ne sait pas d'ailleurs à qui ça s'adresse. Est-ce que ça s'adresse à nos enfants, enfin notre famille, ou est-ce que ça s'adresse à un public plus large? Parce que c'est sûr qu'on ne dit pas tout. On ne va pas tout dire, bien sûr. Et donc on choisit ce qui est un peu, enfin, on se met en avant quand même, instinctivement. Si on était sûr que ça, enfin, c'est pas vraiment une confession. C'est même pas l'état des lieux. C'est un certain éclairage sur notre vie.
Et donc on dit ce qu'on a envie qu'on retienne de nous. Donc on magnifie, enfin on magnifie pas, mais on laisse dans l'ombre les choses qui sont moins reluisantes. C'est forcé, hein. C'est humain. Non? Moi, ce qui me fait peur, c'est pas la chaise roulante. Non, moi, c'est la mort, tout court. Non, ça me fait très peur, voilà. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passera après, parce qu'on est séparés de ce qu'on aime, voilà. Mais non, on n'est pas séparés. Oui, ben on ne sera peut-être pas séparés, on nous explique qu'on ne sera pas séparés, mais enfin bon, j'attends de voir. J'attends de voir.